Les grands défis, je vais te dire ce que c'est d'exister, de continuer à faire le travail que fait la MAPRA. Ça paraît incroyable de dire ça, alors qu'elle a déjà traversé 35 ans. Ce n'est pas une valeur en soi d'avoir 35 ans d'existence, mais pendant 35 ans, il y a des gens qui l'ont utilisé avec des générations presque différentes, qui l'ont financé avec pas des générations, mais des régimes politiques différents, régimes entre guillemets ou sans guillemets, avec des couleurs politiques différentes, où tous ont pris en compte la réalité de la MAPRA et ont eu cette intelligence de voir ce qu'était la MAPRA, chercher à comprendre. Et ils se sont dit, mais il faut un service, on peut dire social pratiquement. Hein, et donc, on espère que ça dure, quoi. C'est dur, on espère que ça dure. La MAPRA ne s'appelle pas la Maison des artistes Rhône-Alpes. Ça, c'est très important. Elle s'appelle la Maison des arts plastiques Rhône-Alpes. Et la différence, elle est de taille. C'est que depuis le jour où on l'a conçue, on n'a jamais conçu une histoire corporative, c'est-à-dire les artistes et les autres. Nous, on sait que les artistes, pour être tous des praticiens, hein, on sait que les artistes, tant qu'ils sont dans leur atelier, ils font ce qu'ils veulent, tout va bien ou tout va mal, peu importe, si ce sont de bons créateurs, s'ils ont des problèmes avec leur œuvre ou s'ils n'en ont pas, ils peuvent se rouler par terre, ils font ce qu'ils veulent. Mais dès que tu n'as franchi pas de la porte, tu es dans le désert, tu es dans le vide, pratiquement. Tu arrives vers les diffuseurs, quels qu'ils soient, privés, associatifs ou institutionnels. Tu arrives dans tout ce que compte. Alors en amont, tu as tout ce que. Parce qu'on ne parle jamais d'économie, ça c'est un dossier en lui-même. Hein, parce que ce que peut induire comme économie un artiste, une personne, on ne va pas l'appeler artiste, qui se lève le matin et qui a envie de faire quelque chose et qui se dit ah, ben non, mais c'est évident, hein. Il va chez le marchand de je ne sais pas trop quoi, il prend le bus, il prend le truc, il prend le machin, il prend sa voiture, je ne sais pas trop quoi, il dépense. Il va chez le marchand de tout, après il va avoir peut-être un atelier, et il va avoir de l'assurance, il va avoir de la lumière, il va avoir de la flotte, il va avoir, enfin bon, voilà, il crée une entité qui est la sienne et il développe cette économie. Et puis j'arrête rien là-dessus, parce que quand il y a une galerie, qu'elle soit privée, institutionnelle, ou public, ça induit des frais, ça induit des frais de gestion, ça induit donc de l'assurance, de la lumière, des machins, de l'imprimerie, l'imprimerie fait enfin bref, la chaîne économique, autant avec les artistes plasticiens qu'avec tout autre professionnel. Et jusqu'au marché, parce que le marché, quand on a parlé de marché, on n'a rien dit, parce que le marché c'est immense, hein, il y a des marchés qui sont extrêmement divers. Hein, du marché de terrain, du quotidien, de l'artiste qui est dans l'atelier derrière et qui travaille avec une galerie de là-bas de l'autre côté et qui, au marché spéculatif, il y a tout un monde. Hein, il y a un monde, évidemment. Et certainement que les uns ne peuvent pas se passer les autres, je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas assez, on n'a pas assez investi dans une étude poussée. Quoi qu'il en soit, l'économie du quotidien, l'économie de proximité, est élargie, évidemment, parce que les artistes, il est souhaitable qu'ils aillent ailleurs. Le dossier économique, ça c'est un dossier, particulièrement dans le domaine des arts visuels. Hein, c'est un dossier économique, parce que les arts visuels, aujourd'hui, évidemment, comportent tout ce qui s'explique dans le numérique. Tu vois ? Et donc, on voit, il de développer. Et dans ce domaine-là, comme dans le domaine des arts plastiques, on va dire, qui viennent de l'histoire, il y a un marché. Il y a un marché qui est très fort, un marché. Et je peux tout le décortiquer, le marché. Hein. J'ai fait une fois, comme ça, par curiosité, voir tout ce que ça induit. Parce que quand tu arrives là, après ça part en étoile, tu arrives là, ça part en étoile. Mais il y a une réalité, c'est que quand tu crées quelque chose et que tu le mets dans le marché, tu le mets en public et que tu mets un prix dessous, il n'y a pas d'hypocrisie à avoir. Tu as mis un prix dessous, ça veut dire que tu veux le vendre. Donc tu rentres dans un marché, tu rentres dans un commerce. Parce qu'on prend en compte la totalité des acteurs de ce monde. Depuis celui qui fait le produit, j'utilise un terme commercial, ça ira vite, celui qui fait le produit, celui qui le diffuse, le médiateur, celui qui l'achète, qui le consomme. Hein? Donc c'est la totalité. Donc nous, l'artiste, il a besoin de faire son œuvre, évidemment, mais il a besoin de la montrer, évidemment, il a besoin que ça se sache, hein? Donc toute la médiation, divers et variés, qu'on puisse l'approcher et qu'on puisse savoir de quoi il s'agit, ça c'est une médiation culturelle. Mais il y a la médiation, le travail que vous faites, la presse, les gens qui sont spécialisés là-dedans, qui de plus en plus disparaissent d'ailleurs, depuis longtemps. Donc nous, on a toujours pris en compte cette réalité-là. On n'a pas pensé qu'il y avait les artistes et les autres. L'artiste, une fois qu'il a fait son œuvre, il tourne dans tous les rangs avec son truc sous le bras ou dans sa voiture, il fait quoi? Alors l'info, sur annuaire, ici, téléphone, rendez-vous, machin, le truc,
ben, on essaye de voir. Un artiste n'est pas de clone d'un autre artiste. Mais c'est vrai que ce monde est très vaste. On a besoin de médiation, quoi. On a besoin de médiation. Médiation à tous les niveaux, encore une fois, culturelle, de l'information pure et l'information culturo-informative. C'est ce que vous faites, parce qu'il y a dimension culturelle, information, sensibilisation. La sensibilisation, donner des clés, pas des explications.